Donc là, le point que nous allons aborder, c'est la prise en charge, l'évaluation, l'amélioration de la prise en charge des hépatites B et C en milieu carcéral. Alors sont présents, et nous les remercions encore, donc Madame Barbier, donc responsable de la coordination de la santé des personnes détenues au niveau de la DGF, Madame Marie-Noëlle Hilleray, donc qui intervient au niveau du service hépatogastro-entérologue du CHU de Grenoble, mais qui est également la présidente du réseau Ville Hépatite Prométhée, Alpes Réseau, Monsieur Fadi Merouet, qui est donc au niveau de l'unité sanitaire de la maison d'Alleray de Villeneuve-la-Garenne et de Villeneuve-Maglone. Il ne faut pas aller trop vite, c'est dit. Vous avez réagi tout de suite. Et également vice-président de l'APSEPS, donc l'association des professionnels de santé exerçant en prison. Et enfin, M. Nicolas Terrail, pharmacien, praticien hospitalier, qui intervient à la pharmacie La Péronie et au niveau de l'unité sanitaire également, au niveau de l'hôpital de Montpellier. Donc, pour l'organisation que nous avons choisie pour planter le décor avec toute la partie des textes, des procédures, on va donner la parole d'abord à Madame Barbier qui va nous faire un point par rapport à l'actualité. Donc, sachant que la problématique des prix a aussi influencé donc, sur le milieu carcéral. Au niveau des recommandations du mot, le choix, ou du moins la recommandation était de traiter tous les malades, quel que soit leur stade de fibrose. Donc dans une démarche, dans un bénéfice collectif, mais par rapport à la problématique de prix, ce n'est pas possible. Il y a également, on va beaucoup parler aussi de tout ce qui concerne la réduction des risques. Donc je laisse la parole à Madame Barbier, dont le micro... Ça marche. Non, je vous donne celui-ci. Donc rapidement sur cette première diapo des éléments de contexte. Donc 1er janvier 2015, à peu près 67 000 personnes incarcérées. Un flux d'entrants par an important, 85 à 90 000 personnes, réparties dans 190 établissements. Les durées moyennes de séjour sont en général très courtes, quelques mois, mais bien sûr, ça masque des disparités entre des maisons d'arrêt où les gens restent très peu de temps et des centres pour peine où les gens restent parfois plusieurs dizaines d'années. Un contexte de surpopulation en maison d'arrêt. Un domaine où, bien sûr, il est crucial d'articuler les interventions de la santé et de la justice, en rappelant quand même que depuis donc 20 ans, les professionnels de santé sont donc des unités indépendantes qui dépendent du ministère de la Santé et de leur direction hospitalière. En remplacement de ce qui était la médecine pénitentiaire. Donc il est nécessaire qu'il y ait un partage d'informations entre la santé et la justice, mais bien sûr dans le respect et des compétences et des missions de chacun. Donc on sait qu'il y a des pratiques à risque de transmission des virus de l'hépatite et du VIH par les différentes pratiques, échange de matériel, relations sexuelles consenties ou non, pratiques de tatouage et de piercing, donc c'est documenté par un certain nombre d'enquêtes et par des remontées de terrain. Donc en termes d'épidémiaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les populations en milieu carcéral? Donc des données un peu générales mais qui sont importantes. C'est majoritairement donc des personnes qui sont en situation de précarité, qui ont généralement eu très peu accès à la prévention aux soins avant l'incarcération. Une forte représentation des personnes présentant des addictions et un public migrant également très représenté, à peu près un quart de la population, donc originaire de pays de forte endémie, donc c'est un reflet de l'épidémie dans leur pays. Sur le VHB, on n'a pas de données de prévalence en prison. On a la fameuse enquête, la seule qu'on a, de 2004. Il y avait donc, en fonction des antécédents d'incarcération, un taux beaucoup plus élevé. Vous voyez, donc 23% des personnes avaient donc rencontré le virus de l'hépatite B par rapport à la population générale. Donc en 2010, il y a eu une enquête de prévalence qui avait été faite avec l'INVS et la DGS, qui a donc pu montrer par un processus de tirage au sort de dossiers et un échantillonnage tout à fait rigoureux au niveau méthodo, qu'on avait donc une prévalence pratiquement à 5% de VHC, c'est-à-dire 6 fois plus qu'en milieu libre. Cette prévalence était significativement plus élevée chez les femmes, peu de femmes en milieu carcéral, mais une surreprésentation des personnes usagères de drogue, donc forte prévalence, et puis aussi en fonction des pays de naissance, donc les personnes nées en Asie, en Europe de l'Est aussi, forte prévalence.
Un élément important, beaucoup d'hépatites sont connues depuis plusieurs années, mais l'incarcération permet de dépister le VHC dans un cas sur 5. Donc c'est quand même un point très important. Le mode de contamination le plus important était l'usage de drogue dans 70% des cas. À peu près la moitié des gens avaient une hépatite chronique avec un ARN VHC positif. Et parmi eux, seulement 41% avaient une évaluation de leur fibrose dans les 12 derniers mois et 36% étaient en traitement. Et donc, il y avait environ la moitié des personnes qui avaient eu un traitement ou qui en avaient un en cours. Et pour montrer un peu la surreprésentation des personnes usagères de drogue, on avait dans l'échantillon 8% des personnes qui étaient sous traitement de substitution. Alors, par rapport à ces constats, qu'est-ce qu'on a comme cadre d'action au niveau national? Donc, il y a eu un plan qui couvrait la période 2010-2014 pour essayer d'améliorer l'état de santé des personnes détenues et donc articulé, bien sûr, avec les plans thématiques. Un plan, c'est un cadre stratégique, donc on a essayé de poser des stratégies et on a aussi injecté un certain nombre de crédits qui ne sont pas peut-être tous arrivés là où ils devaient aller. Voilà, donc il y a eu des crédits dans le cadre de la MIG pour renforcer les dépistages des vaccinations. Et on a aussi renforcé donc l'intervention des XAPA, notamment pour la préparation à la sortie. Et on a créé un certain nombre de places d'appartements de coordination thérapeutique pour les sortants. Bien sûr, les ARS sont chargés dans leur schéma et dans leur programme, avec la liberté d'action qu'elles ont d'inscrire ou pas, donc devaient reprendre un petit peu toutes ces recommandations dans leur schéma. En 2012, on a actualisé un document très important qui est le guide méthodologique. Donc le guide méthodo, c'est quelque chose qui est un outil concret qui doit expliquer aux professionnels, aussi bien santé que pénitentiaires, comment mettre en œuvre les différentes recommandations et les textes dans leur pratique. Donc c'est un document qui est très gros, 365 pages. À la fin du document, je ne vais pas le commenter, mais j'ai fait pour vous tous un petit repère des pages, toutes les pages utiles dans le guide où on peut trouver ce qui intéresse en matière d'hépatite. Donc on a eu une commande de nos deux ministres en 2012 en fait, pour la Journée mondiale SIDA, de mettre en place 2 groupes de travail santé-justice pour aller plus loin dans un certain nombre de domaines. Un premier groupe de travail qui a travaillé sur les histoires de suspension et d'aménagement de peine pour raisons médicales, qui a rendu un rapport en 2014. Et donc, une partie des recos ont été prises en compte dans une loi qui a été prise par la justice l'été 2014, avec des assouplissements notables et très importants pour les personnes qui ont des états de santé graves et qui peuvent bénéficier de façon plus souple, donc après, il y a la mise en œuvre, enfin, de suspension et d'aménagement de peine. Un autre groupe de travail était consacré à la prévention et la réduction des risques infectieux. Donc on a travaillé sur 2 types de risques. On a commencé à travailler sur les risques liés aux pratiques de partage de matériel et de pratiques addictives. Et on avait le mandat de faire un cahier des charges pour un programme d'échange de seringues, ce qui a été fait. Cahier des charges qui a été validé par les autorités santé et justice. Nous sommes en train de finaliser un autre document qui, lui, concernait tout ce qui était les pratiques liées aux pratiques sexuelles, donc notamment les sujets, le dépistage, les préservatifs, les vaccins. Et donc nous travaillons sur un calendrier qui serait très utile pour les professionnels pour leur rappeler un petit peu les différentes actions à mener lors du parcours de la personne détenue, à son entrée, pendant l'incarcération, à la sortie. Et donc, nous devons travailler pour 2015 sur les questions de tatouage et de piercing. Donc, le cahier des charges des PES était prêt. Il y a eu un avis du Conseil d'État l'année dernière qui a remis en cause un peu les fondements de la loi, de l'inscription, la réduction des risques au niveau réglementaire. Donc, dans le projet de loi de santé, il y a un article 8 qui pose très expressément un cadre législatif beaucoup plus sécure au niveau juridique en milieu carcéral pour permettre les innovations, sous-entendu pour permettre les PES. En tenant compte bien sûr des contraintes. Donc la Commission des affaires sociales a examiné ce projet. Il passe devant l'Assemblée nationale incessamment sous peu. Si le projet de loi est voté tel quel, il faudra un décret d'application et après on pourra expérimenter ces fameux PES. Donc en matière de dépistage, je vais rappeler, mais là bon, je pense on le sait bien. Donc il faut non seulement proposer le test à l'entrée, le renouveler tout au long de l'incarcération, s'il y a des prises de risque, si la personne le demande à la sortie. Donc la règle, c'est l'unité sanitaire qui est en première ligne pour faire cette proposition et sur lequel peuvent se greffer un certain nombre d'autres acteurs du dépistage, notamment les CDAG, mais avec des questions, je crois que Mme Hillerin en parlera, de coordination et de... Voilà. Rappel quand même des bonnes pratiques en matière de dépistage. Vous avez vu, on est sur un temps très court. Donc, les 3 marqueurs d'emblée pour le VHB, pour bien savoir qui on doit traiter, qui on doit vacciner. Quand on confirme un test VHC,
qu'on couple tout de suite avec une recherche d'ARN viral. Et quand on remet les résultats, c'est important de donner des résultats positifs, mais c'est aussi très important de donner des résultats négatifs et, si possible, d'organiser le lien avec la vaccination. Voilà, si la personne est prête à être vaccinée, on a les vaccins, on la vaccine tout de suite. Il y a toute une réflexion sur la place des TROD. Donc, ils arrivent, ils sont conçus dans notre vision comme des compléments aux tests traditionnels. C'est intéressant parce que ça élargit le profil des personnes qui peuvent tester, les associations et les personnels médico-sociaux dans les textes à venir. Donc, on est en train de travailler sur les arrêtés. Et il y aura une annexe un peu spécifique au milieu carcéral pour bien préciser le rôle respectif des gens, comment on organise la filière, quelles précautions on doit prendre par rapport à la confidentialité. Donc voilà, donc les TROD ont une place. Il y a déjà quelque chose dans le guide méthodo sur les TROD VIH, mais bien sûr, on va actualiser le guide avec les TROD VHC. Bon, sur le schéma d'hépatite B, je pense que c'est très important de le relayer parce que donc ça permet de pouvoir commencer des vaccinations parce qu'il y avait quand même beaucoup de réticence à commencer une vaccination. On ne savait pas si on pouvait la terminer avant la sortie. Et sur la réduction des risques, donc j'en ai parlé. Je voudrais insister sur les bonnes pratiques de traitement de substitution pour lequel nous avons fait un guide dont vous avez les références aussi en annexe au PowerPoint. Donc sur la prise en charge, je refais un peu le parcours. Donc on a encore un défaut sur les méthodes d'exploration. Sur l'organisation des soins, bien sûr, c'est fondamental de pouvoir s'appuyer sur des consultations spécialisées. Quand les établissements sont importants, les consultations ont lieu sur place. Sinon, on est obligé de transférer les gens sur l'hôpital de rattachement, ce qui est parfois compliqué avec l'histoire des escortes. Bien sûr, le dossier d'ALD le plus tôt possible. L'éducation thérapeutique, bien sûr, dans le principe d'équivalence dedans-dehors, c'est important de la penser, mais avec des adaptations de faisabilité. Beaucoup de comorbidités, donc la coordination avec tous les secteurs XAPA, mais aussi CARUD, qui voient des personnes usagères actives et qui ont aussi leur rôle à côté des XAPA. Les associations, dans l'enquête Prévacar, dans le volet offre, on voyait qu'elles étaient peu présentes, puisque dans une unité sanitaire sur 4 seulement, il y avait des associations de soutien et d'accompagnement. L'accès au traitement, donc on en reparlera, je pense. Il y a un projet de circulaire qui est donc piloté par 2 autres directions du ministère, la DGOS et la DSS. Et bien sûr, penser l'histoire de la suspension de l'aménagement de peine si l'état de santé est vraiment très dégradé et si la personne, si son état de santé n'est pas compatible avec la détention. La continuité à la sortie, c'est toujours un point très important et très problématique, quelle que soit la pathologie lourde, surtout quand il y a des sorties, ce qu'on appelle sèches, c'est-à-dire la personne est libérée, elle part en jugement, on la libère, elle sort du jour au lendemain, on n'a pas eu le temps de préparer. Donc il y a une vraie lacune sur l'organisation du travail social, puisqu'auparavant c'était les services de probation qui faisaient ce travail social et que maintenant leurs missions sont recentrées sur un aspect plus de criminologie. Donc il y a une lacune dans le travail social. Intérêt quand même, dans la loi pénitentiaire de 2009, les personnes condamnées, on doit leur proposer une consultation systématique de sortie. Donc c'est important de refaire un bilan au moment de cette consultation si on arrive à l'installer. Donc bien sûr, la continuité des soins, bien vérifier les droits et tout ce qui soutient la continuité à la sortie. Et donc l'offre d'accueil. Si la personne a un traitement, vient de commencer un traitement hépatite C et peut avoir aussi des comorbidités, ça peut être très intéressant qu'elle aille dans un appartement de coordination thérapeutique où il y a quand même un soutien avec une équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a créé un certain nombre de places. C'est sûrement pas assez, mais ça, c'est déjà très bien. Il y a 88 places dédiées pour des sortants de prison réparties sur tout le territoire, qui ont été ouvertes par les ARS. Donc j'ai peut-être parlé trop longtemps. Donc la conclusion, on est dans un milieu prévalence élevée, une réalité des risques, donc des enjeux très importants, tant en termes de prévention, de dépistage, de traitement. Donc il y a eu des améliorations notables, mais il y a encore beaucoup de marge de progrès sur la réduction des risques pour optimiser ce qui est existant et pour élargir la RDR, pour avoir une vraie équivalence milieu libre, et puis la prise en charge donc sanitaire et sociale et la continuité à la sortie. Voilà, vous aurez tous les liens et des petites annexes. Comment lire le guide méthodo et tout ce que c'est que la réduction des risques. Merci Madame Barbier. Donc, que pouvez-vous nous dire également concernant l'avancée de la circulaire sur les MIGAC? Parce que je vais passer la parole après à Monsieur Terrail, qui va nous parler donc du côté pharmacie et financement. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations sur l'avancée?
Alors, je ne sais pas que je vais botter en touche, mais moi, je suis à la DGS. Comme je vous l'ai dit, cette circulaire, elle est travaillée par les deux directions du ministère qui sont compétentes, à savoir la DGOS, qui est sur l'organisation des soins, et la DSS, qui est la direction de la sécurité sociale. Donc, il y a eu un mail de M. De Beaupuy, donc, qui est le directeur de la DGOS, le 18 décembre, qui annonçait donc que cette circulaire allait être travaillée. Donc voilà, elle est en cours d'élaboration entre ces deux directions. Donc je vous invite à vous adresser à la bonne porte. Très bien. Nous, au niveau des GS, on a soutenu le fait qu'il fallait trouver une solution pour que les traitements soient accessibles aux personnes. Voilà. Oui. Et on a fait un calcul, une évaluation du nombre de personnes à traiter et du coût. Donc, du coup, M. Terrail va nous expliquer sur le terrain, avec le contexte actuel, comment les personnes sont soignées dans sa structure, en tout cas. D'accord. Alors nous, on a, au niveau de Villeneuve-les-Maglones, on a des choses très particulières, mais c'est vrai que nous, on prend en charge le VHC depuis très longtemps, puisque les premiers patients ont été traités à partir de 2003. Donc je pense que Fadi vous détaillera un peu plus le nombre de patients et comment on a procédé à l'époque. Moi, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai intégré maintenant l'unité sanitaire. Donc depuis 1994, il y a un financement par les MIG. Ces financements par les MIG, ils ont été prévus effectivement pour des médicaments qui étaient peu coûteux, puisqu'en 1994, on avait encore très peu de médicaments coûteux, et ils étaient adaptés, je pense, à la prise en charge et traitement de l'époque. Je pense qu'actuellement, en 2015, ils ne sont plus du tout adaptés aux molécules coûteuses, parce qu'on parle aujourd'hui du VHC, mais on pourrait citer l'hémophilie. Donc si on a 2 ou 3 hémophiles pendant une année, c'est un sacré trou pour le budget. On a également le VIH, où là, on n'a pas des traitements de 3 mois ou de 6 mois, mais c'est des traitements à long terme. Donc si j'ai un certain nombre de détenus qui sont sous traitement VIH, il va falloir aussi que j'en tienne compte. Et maintenant, on a les nouveaux antiviraux à action directe dans le VHC, donc on ne va pas revenir sur le coût des médicaments, mais c'est clair que les MIG ne permettent pas de couvrir cette prise en charge. Donc nous, on considère, comme beaucoup de monde, je pense ici, on est d'accord que la prise en charge doit être exactement la même pour les détenus que s'ils étaient à l'extérieur. Ça, je pense que ça ne fait aucun doute. Ils devraient même peut-être être pris en charge plus tôt. Ça, on pourra en discuter aussi pour éviter les risques de contamination. Mais ça, c'est encore un autre problème. Comment faire? Alors c'est clair que nous, on a essayé de trouver une solution assez rapidement il y a 4 ou 5 ans. Alors, on a eu la chance de créer une unité globale de patients ambulatoires qui comprend à la fois l'unité sanitaire et le service des rétrocessions dont je m'occupe, qui s'occupe de la rétrocession de tous les médicaments au niveau du CHU de Montpellier. Mais, et ça, je tiens à le souligner, c'est important. Ce dont je vais vous parler après, bon, ça a été facilité par notre organisation qui est assez particulière à Montpellier, mais je pense que ça doit pouvoir s'appliquer à d'autres organisations où notamment il n'y a pas de pharmacie à l'intérieur de l'unité sanitaire et où les médicaments sont préparés au centre hospitalier, puisque par souci de rationalisation, il y a beaucoup de centres en fait où il n'y a plus de pharmacie dans l'unité sanitaire, en fait où les pharmaciens viennent une ou 2 fois par semaine, mais où tous les plateaux et les médicaments sont organisés à l'extérieur. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Alors je pense qu'il faut une tarification qui est à l'activité et au traitement délivré aux patients. On ne doit plus avoir de moyens globaux puisque ces médicaments sont très coûteux. Ils doivent s'adapter à ce qui est dispensé aux patients. Ces patients, ils sont vus en ambulatoire, ils ne sont pas hospitalisés. Donc nous, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait travailler sur des dotations, sur des budgets, puisque on ne sait pas qui va rentrer, on ne sait pas qui va sortir. Donc c'est très fluctuant et ça doit être facturé au cas par cas. On doit également prévoir le suivi à la sortie. Comme vous l'avez souligné, bon, ces détenus peuvent sortir assez rapidement, donc il faut pour que tout soit prévu à la fois pour la prise en charge au niveau médical, mais également au niveau pharmaceutique à la sortie. Ces détenus ont droit à l'ouverture de leurs droits à l'assurance maladie pendant leur incarcération. Donc il va falloir veiller très rapidement pour ces patients qui ont des maladies chroniques comme le VHC, que leurs droits soient ouverts avant la décision de mise sous traitement. Il ne faut pas faire ça au dernier moment, mais on doit pouvoir faire ouvrir leurs droits, et c'est ce que l'on fait chez nous. Et pour nous, la solution qui a été prévue, c'est la facturation en rétrocession. Ces détenus ne sont pas hospitalisés, ils sont vus en consultation, et ils ont droit à exactement la même prise en charge que s'ils étaient vus à l'extérieur. C'est-à-dire pour nous, la solution la plus pratique, la plus adaptée, c'est la rétrocession. Donc nous avons mis en place la rétrocession il y a 4 ans, en novembre 2011.
alors qui est facilité par le fait que c'est la même unité au niveau de l'organisation de l'hôpital qui s'occupe des patients ambulatoires. Et nous avons la chance d'avoir une pharmacie à Villeneuve-les-Maglones à l'intérieur de l'unité sanitaire, avec 3 préparateurs en pharmacie à temps plein et un temps plein de pharmaciens, donc pour 815 ou 820 détenus, dont une grosse partie est sous traitement. Si on considère la globalité, on a pratiquement entre un détenu sur 3 et un détenu sur 2 qui est sous traitement. Donc c'est une grosse organisation. Ça nous permet, en ayant une pharmacie sur place, d'avoir une très forte réactivité par rapport à la mise en place des traitements. C'est-à-dire qu'on fonctionne pratiquement comme une pharmacie d'officine où les détenus viennent au guichet quand ils ont des traitements en cours, avec les mêmes conseils que si on les voyait en rétrocession ou dans une officine. Donc on n'a pas une semaine de décalage, on peut réadapter les traitements très rapidement. Et ça, je pense que c'est important. Au-delà de tout ça, ça nous permet également de participer à la vie du service, et notamment l'éducation thérapeutique. Peut-être que Fadi vous en dira un peu plus, mais on fait partie intégrante du programme d'éducation thérapeutique que l'on a mis en place à l'unité sanitaire pour la mise en place des traitements VHC. Donc ça, c'est important. Ça nous permet aussi d'avoir une réactivité avec du stock sur place, puisque nous, comme on travaille en rétrocession, les traitements sont amenés de façon mensuelle pour les détenus, donc ils ne sont pas dispensés de façon mensuelle, mais on a du stock, on peut gérer nos traitements, et on n'a pas de rupture de charge pour la prise en charge de ces détenus. La solution qui a été retenue pour la dispensation, c'est une dispensation journalière, parce que ce sont des traitements coûteux et on veut être sûr de l'observance. Donc on les dispense comme on dispenserait la Suboxone. Ils sont préparés dans des petits sachets, ils sont amenés par l'infirmière tous les jours. La mise en place est très structurée. On a une réunion avec un bilan thérapeutique où on voit les détenus avec un cadre infirmier, une infirmière et quelqu'un de la pharmacie qui vient. Et les traitements sont réexpliqués au cas par cas. Donc on a vraiment un suivi qui est important, de même qu'à la sortie, puisqu'on va envisager au moment de la sortie du détenu, si le traitement doit se poursuivre à l'extérieur, à la fois la prise en charge médicale, dont Fadi vous en parlera, mais également la prise en charge médicamenteuse, puisque comme ce sont des médicaments en dispensation hospitalière, si les détenus sont de la région de Montpellier, on va les prendre en charge à la pharmacie de l'hôpital, mais on va prévoir également leur transfert dans un autre centre si tel est le cas. Alors au niveau de la prise en charge, on navigue un peu dans le flou artistique, ça c'est clair. On a eu le guide méthodologique en 2012 qui nous confirmait que c'était dans les MIG, mais qu'il y aurait une ouverture qui serait envisagée. Cette ouverture, on l'a attendue 1 an, mais on a plutôt eu droit à une fermeture en 2013, puisqu'on a eu une circulaire du 31 juillet 2013 qui confirmait que tous les traitements étaient pris en charge dans les MIG. Puis la circulaire du 19 décembre avec le courrier qui est attendu, avec ce fameux courrier de M. Dubeaupuis qui précise que qu'une circulaire va intervenir avec les modalités de remboursement de ces antiviraux Action Directe pour 2015, mais également rétrospectivement pour 2014, et que toute prescription doit être honorée, que le remboursement se fera et qu'il ne doit pas y avoir de frein. C'est ce qui est indiqué dans ce courrier. Donc pour l'instant, on attend toujours. Il y a des centres qui dispensent, d'autres qui ne dispensent pas, d'autres qui facturent en rétrocession comme nous. Je pense qu'on a été assez précurseurs, des caisses qui n'acceptent pas. Donc il n'y a pas de règle générale et de normalité. Ça, il faut bien en être conscient. Ce que nous, on fait à Montpellier, ce n'est pas possible partout. Apparemment, il y a eu des blocages. On discute beaucoup entre pharmaciens. Il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui ont voulu tout facturer, qui se sont fait bloquer. Et nous, on y est allé tranquillement en rétrocession. Et apparemment, on a vécu 2 contrôles depuis. Ça n'a pas été remis en question par notre caisse d'assurance maladie à Montpellier. Dernière chose, c'est les passages en RCP. Donc, je vous ai dit que la prise en charge des détenus se faisait de la même façon qu'à l'extérieur. Bien évidemment, toutes les décisions de mise sous traitement sont vues en RCP, comme ça doit être le cas, avec les mêmes modalités de décision de mise sous traitement, notamment à partir du F2 ou F2 sévère jusqu'au F4. Et la discussion maintenant, c'est doit-on traiter plus tôt, doit-on mettre sous traitement les détenus à un stade plutôt pour l'instant en RCP, décisions qui sont prises, c'est la même chose que pour les patients extérieurs. Donc c'est à partir du stade F2. Donc nous on a une organisation qui fonctionne bien, qui est bien mise en place, mais je pense que ce qu'on fait notamment au niveau de la facturation, puisque c'était quand même le gros problème dont on voulait discuter aujourd'hui, je pense que la facturation et le passage par la rétrocession ne nécessitent pas forcément d'avoir une pharmacie à l'intérieur de l'unité sanitaire avec l'organisation que l'on a à Montpellier. Voilà. Merci Monsieur Terrail. Alors, par rapport à ce que vous avez dit sur les RCP, moi j'ai une question. Non, ça me reviendra. Écoutez,
Tout va bien. Avant de passer la parole à Madame Hilleray et Monsieur Fadi, qui vont plus nous parler donc, de l'expérience au sein des UXA, j'ai fait une petite liste de questions, mais en me basant sur l'étude Prévacar et un peu sur quelques rendez-vous qu'on a eus au sein des SOS Hépatite pour essayer d'accompagner les malades en milieu carcéral. Donc tout ça, j'ai une petite liste. Malheureusement, je n'ai pas de slide, mais je pense que par rapport aux échanges qu'on a eus, les choses vont être claires. Donc on va évidemment parler de dépistage, mais quand on voit Prévacar et quand on échange, il y a eu une subtilité entre ce qui est proposé et ce qui est vraiment réalisé. Donc quand on veut connaître le nombre de personnes vraiment qui sont dépistées en prison, c'est un grand point d'interrogation. Les refus aussi, on parle de refus, de propositions renouvelées, une fois, deux fois. Donc des échanges déjà avec Madame Hilleray m'ont fait comprendre qu'il y a vraiment plusieurs étapes et les résultats effectifs après tombent beaucoup. J'aimerais bien que vous nous reparliez également du redépistage. Qui semble pertinent puisqu'il y a vraiment des contaminations dans les murs, mais par rapport au rendez-vous que nous avons eu, c'est vraiment pas au point. Et quels sont les freins? Pourquoi il y a des freins au redépistage? Par rapport au CDAG, donc il s'avère que quand ils interviennent soit avec l'intervention ou la demande du Conseil général, ou également quand le malade tout simplement veut faire valoir son anonymat, donc il ne veut pas être pris en charge. Qu'est-ce qui peut être fait? Alors c'est vrai que derrière il y a le problème de la stigmatisation qui vient déjà des établissements pénitentiaires, qui existe aussi entre les détenus. Donc, comment il peut y avoir une amélioration sur ces points-là? Il est inévitable, on ne peut pas ne pas parler de réduction des risques, parce que nous, on nous a clairement dit une fois en rendez-vous, écoutez, moi j'ai en face de moi des prisonniers qui, en matière de réduction des risques, s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je ne peux rien faire d'autre que penser à leur donner des seringues. Donc là, c'est vrai qu'on attend, c'est d'un point de vue législatif que les choses pêchent, mais il semble aussi qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, il y a un gros travail à faire. En tout cas, par rapport à ce que je dis, vous remettrez les choses au clair. Donc la vaccination, un point important. L'accompagnement pendant l'incarcération, quelle est la place de l'accompagnement associatif? La sortie, donc c'est toute la grosse problématique. Donc par rapport à ce que M. Terrail a dit, il peut y avoir des améliorations avec donc il a parlé donc de l'unité sociale. Non, c'est Madame Barbier qui a parlé d'une unité sociale, mais qui de la difficulté à faire le travail social. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut être fait? Donc du coup là c'est une question pour tout le monde, pour que s'il y a eu une amélioration, est-ce que c'est un problème de prix ou de coûts, de restrictions budgétaires qui ont fait que les choses ont été changées? Et comment faire quelque chose pour continuer à accompagner ces personnes? Parce qu'on est bien conscient, depuis tout ce qu'on dit hier et aujourd'hui, que l'accompagnement est primordial, déjà dans les murs, hors les murs. Et donc, quand on arrive à la sortie et qu'on espère que les personnes sortent avec leur ordonnance, est-ce que s'ils ont besoin du dossier médical, est-ce qu'il est fourni facilement? Et après, comment gérer ou comment mieux penser l'accompagnement à la sortie? Et la dernière question qui est encore plus délicate, comment penser l'accompagnement des personnes migrantes? Voilà. Donc je vous donne la parole. Monsieur Merouet, vous voulez commencer ou je donne le micro à vous? Alors, il y a des micros qui marchent peut-être. Bonjour à tous. Donc moi, je vais plutôt partager avec vous 18 ans d'incarcération. Ça fait 18 ans que je travaille en prison. J'ai calculé le temps, ça fait plus de temps dedans que dehors par rapport à ma famille. Donc c'est vrai que depuis 1994, la médecine est passée à la médecine en milieu pénitentiaire. C'est-à-dire c'était la médecine pénitentiaire qui était là au départ, dépendant du ministère de la Justice.
Aujourd'hui, on a cette chance en France, peut-être parmi les seuls pays, hein, on peut le dire, où depuis 20 ans, on a notre liberté d'exercice en prison, mais avec toujours un mais. Hein. Vous allez voir que pendant tout mon topo, je vais dire des mais. À chaque fois, c'est un mais. Quelles que soient les lois, quelles que soient les directives, dès qu'on rentre en prison, ça s'arrête devant. Alors qu'on est dans un pays de droit, la loi s'arrête devant la prison, souvent. Et ça, quels que soient les décrets. En principe, je dois faire une équivalence de soins par rapport à l'extérieur. C'est ce qui est écrit dans la mission qui m'est confiée en travaillant dedans. Et on verra au fur et à mesure que ce n'est pas si facile de faire cette équivalence du fait de la prison, du fait des soucis pénitentiaires et sécuritaires. On l'a déjà dit, il y a une très forte prévalence en prison des problèmes d'addiction. Je veux dire, si on prend toutes les addictions, on va monter à 80%. Si on va dans les produits illicites, on est à 60% de personnes prenant une addiction illicite. Le virus, on en a parlé, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH, on est en surreprésentation dans les prisons. Alors, c'est vrai que depuis les années 2000, on a fait le choix de faire un dépistage, enfin de proposer un dépistage systématique, mais accompagné, c'est-à-dire on fait du counseling avec, et on arrive aujourd'hui à faire à peu près 80% de la population carcérale à Villeneuve-les-Maglones qui connaît son statut. Et quand on fait le statut, pour nous, ce n'est pas simplement la B et la C, on oublie l'hépatite A aussi. Donc depuis 2000, on fait l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C, en plus du VIH. Et c'est intéressant parce que l'hépatite A, par exemple, on a plus de 70% de personnes contaminées par l'hépatite A. Quand en France, on sait que la moyenne, c'est quoi, 10% ou 15%? C'est ça? 10%. Donc, zone migrante, on peut monter à 40% suivant les quartiers en France, mais en prison, plus de 70%, ce qui donne un signe de précarité. Hein. Pour nous, l'hépatite A, c'est vraiment un signe de précarité qui est important. Pour l'hépatite B, c'est vrai qu'on propose la vaccination assez facilement et on fait même des schémas courts hein, pour les personnes qui ressentent que dans 3 mois. On peut leur faire sur 1 mois la vaccination. Donc, les anticorps sont recherchés systématiquement. Voilà, anticorps inférieurs à 10, on propose systématiquement la vaccination. On arrive à peu près à faire, sur une année, à peu près 200 vaccins. Enfin voilà, on a regardé les chiffres avec la pharmacie. On commande à peu près 200 vaccins dans l'année. C'est pas beaucoup, mais on arrive à augmenter la couverture vaccinale. Pour l'hépatite C, sur Villeneuve, bon, pourquoi on s'est intéressé à l'hépatite C chez nous? Parce qu'on a quand même une prévalence encore plus importante que le reste de la France, puisqu'on est à plus de 10% de prévalence, quand les chiffres nous donnent 5% avec Prévacar. Sur Villeneuve, donc si on prend un focus sur Villeneuve, c'est quand même 10% de la population carcérale, voire 12% certaines années. Donc on a pris la décision à ce moment-là de dire 10%, on ne peut pas se contenter de regarder les 10% tous les ans et de dire on verra quand ils vont sortir, parce que c'était ça, dans les années 2000, c'était la prison n'était pas un lieu où on pouvait soigner l'hépatite C, c'était de dire une fois qu'il sera sorti, il sera pris en charge à l'extérieur. Donc on avait fait un travail dans les années 2002 où on a pu voir que malgré les rendez-vous qu'on avait pris aux patients, il n'y avait que 1% des patients qui allaient au rendez-vous. Donc le choix a été pris de dire, c'est peut-être pas le moment. Alors on a réfléchi sur le moment. Est-ce que la prison, c'est le moment? Est-ce que la prison, c'était le lieu? Donc tout ça, ça a été réfléchi. Et on avait pris la décision en 2003 de proposer un traitement à tous les patients atteints d'hépatite C. Et en levant, on a levé les freins qui existaient, il a fallu les lever. Les freins, c'était quoi? C'était le temps d'incarcération. Beaucoup de nos confrères nous ont dit, s'ils n'ont pas plus d'1 an de condamnation, il ne faut pas les traiter parce qu'il faut être sûr qu'ils prennent leur traitement. Donc c'était déjà un premier frein. Le deuxième frein le plus important, c'était la fibrose. Puisque encore à l'époque, il fallait traiter. On ne pouvait pas traiter dans les années 2000 sans qu'il y ait une ponction biopsie du foie à l'époque, hein, rappelons-nous. Donc il fallait une ponction biopsie du foie. Mais de l'autre côté, la conférence de consensus avait dit que s'il refusait la ponction, on pouvait quand même le traiter. Donc on a profité de cet alinéa de dire il n'en veut pas de la ponction biopsie du foie. Donc ça a pu enlever un frein. Donc le temps d'incarcération n'était plus pour nous un frein, puisque quand on commençait un traitement, le pari qu'on s'était fait, c'était qu'il va continuer de voir le traitement. C'était le pari qu'on devait faire. Et on a mis en place très rapidement un réseau. Le patient qui est souvent usager de drogue avait le choix à la sortie soit de venir dans un XAPA pour la poursuite du traitement, soit à l'hôpital. Donc j'ai pu avoir une vacation à l'hôpital pour les sortants de prison et une vacation dans un XAPA, ce qui nous a permis de faire éventuellement le lien entre le dedans et le dehors.
Alors, deuxième frein qu'il fallait enlever, c'est usager de drogue. À l'époque, il ne fallait pas traiter un usager de drogue, surtout alcoolique ou usager de drogue. Donc, on a fait le pari de traiter les personnes, même s'ils étaient encore usagers de drogue ou anciens usagers de drogue. Voilà, et ça marche très bien, on verra les résultats. Et la fibrose, qui pour nous n'était pas un frein, ça veut dire que qu'il soit F0, F1, F3, ne devait pas être un frein au traitement. Voilà. Et c'est à partir de là, c'est donc en 2003 qu'on a commencé à traiter les personnes en milieu carcéral. À l'époque, c'était la bithérapie. On ne parlait pas encore d'éducation thérapeutique à l'époque. Bon, on en faisait quand même, c'est pas nouveau. Donc on en faisait à notre façon, mais on en faisait. Donc on a pu adapter donc, le MIG déjà à l'époque, parce que les premiers traitements d'hépatite C, quand ça a commencé à coûter un peu cher, il a fallu aller voir, à l'époque c'était encore l'ARH et la DRAS, hein, c'était pas encore les ARS. On a pu obtenir une enveloppe supérieure hein, pour pouvoir traiter les personnes. Et on était sur, dans les années entre 2004 et 2010, entre 40 et 50 traitements par an. Donc 40-50 traitements par an, on a pu quand même traiter beaucoup de personnes et on a pu montrer, en fonction des années, qu'ils prenaient tous leur traitement, ils finissaient tous leur traitement, dedans ou dehors. On n'a eu que 2% de perdu de vue en sortant de prison, 2% de perdu de vue. Et à l'époque, encore avec la bithérapie, donc avant l'arrivée de la trithérapie, on avait à peu près 65% de guérison, tout génotype confondu. D'accord ? Tout simplement parce que c'est vrai que, alors on va parler de la prison, mais l'effet contenant de la prison, hein, il venait nous voir sur place, donc on a été sûr qu'il prenait son traitement, puisque c'était avec l'infirmière qui faisait l'injection, et la ribavirine était donnée à la semaine, donc on les voyait assez régulièrement. Et c'est des patients qui sont aussi suivis sur le plan toxicomanie, donc ils étaient vus aussi quotidiennement pour leur traitement de TSO. Donc c'est vrai que l'effet contenant de la prison, le fait de les voir régulièrement, a fait qu'on a eu des meilleurs résultats de guérison par rapport, on va dire, à la population générale. Donc est arrivée la trithérapie donc, dans les années 2009-2010, et là, ça devenait encore plus compliqué, mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Et là, on a mis en place quand même l'éducation thérapeutique du patient. Tout à l'heure, on parlait du dossier, oui, on en a qu'un autre de santé qui s'y est collé, et on est reconnu, je pense, dans les prisons, il ne doit pas avoir beaucoup d'éducation thérapeutique reconnue par l'ARS. Hein. Donc nous, on est éducation thérapeutique reconnue par l'ARS suivant l'HAS. On arrive bientôt à notre quadriennal, hein, puisque dans l'année prochaine, il va falloir qu'on le refasse, donc on va le faire. Donc voilà, donc c'est pour dire que l'éducation thérapeutique, oui, on peut le faire aussi en prison, on peut l'appliquer en prison pour l'hépatite C. Et on a pu aussi bénéficier de la trithérapie. Et là, on est passé de 65% de guérison à plus de 90% de guérison. Donc on a aussi pu montrer que l'éducation thérapeutique plus les traitements pouvaient avoir une meilleure efficacité. Ensuite, là, on va arriver, bien sûr, à ces années, donc 2014, hein, avec les nouveaux médicaments qui sont arrivés. Alors, les nouveaux freins enfin, qui sont arrivés avec ces traitements-là, c'est qu'il fallait une RCP. Donc, jusqu'à maintenant, on traitait nos patients donc, avec l'hépato, on en discuter. Là, maintenant, il fallait une RCP. Donc, en plus de la RCP, il faut en plus avoir le stade de fibrose. Sinon, on ne peut pas rentrer en RCP si on n'a pas le stade de fibrose pour le patient. Alors, une chance qu'on a, c'est qu'à Villeneuve, moi, j'ai un fibroscan depuis 2008, donc 2009, hein, donc ça fait plus de 5 ans que j'ai un fibroscan. Donc, c'est une chance. Mais mes confrères des autres prisons, s'ils ne peuvent pas faire l'évaluation d'une fibrose, ils ne pourront pas passer en RCP. Donc, je veux dire, c'est très bien de dire on va mettre des moyens, de l'argent pour le traitement. Si on ne met pas les moyens pour faire l'évaluation d'une fibrose, ils ne passeront jamais en RCP. Et si on ne passe pas en RCP, on n'a pas de traitement. Donc, il ne s'agit pas seulement de mettre l'argent que pour les médicaments, mais il faut aussi donner la possibilité de faire une évaluation des fibroses ou simplement, peut-être, mettre en application une recommandation du mot qui veut que toute personne, quel que soit le stade de fibrose, prison, usagers de drogue, parce que nous, en plus, ils cumulent les deux. Hein. Ils sont en prison, ils sont usagers de drogue, donc ils cumulent les deux. Donc ils ont 2 fois plus de facteurs d'avoir ce traitement. Et peut-être là, ça sera plus facile de traiter uniquement sur l'ARN positive, charge virale, et pouvoir traiter les personnes sans passer par la case évaluation fibrose. Si on peut la faire, tant mieux, mais si on ne peut pas, il ne faut pas que ce soit un frein à nouveau au traitement. Alors voilà, donc ça c'est la majorité des prisons aujourd'hui qui n'ont pas accès ni au fibrotest, ni au fibroscan. Je dirais même 98% des prisons n'ont pas accès en intra au fibroscan. Donc ça va être un peu compliqué, il va falloir réfléchir. Alors la DGOS, c'est vrai qu'elle a un petit peu
aider. Hein, le courrier qu'on a reçu était clair. Hein, la prise en charge doit être honorée. Donc pour moi, honorée, ça veut dire elle sera remboursée. Alors, on ne sait pas quand, la circulaire va arriver, mais honorée, ça veut dire, enfin pour moi, ça a été clair que les traitements doivent avoir lieu et seront remboursés au niveau de la prison. Oui, non. Alors sur la réduction des risques, oui, donc quelqu'un m'avait posé une question tout à l'heure. Alors les ATU, on peut les faire en prison, puisqu'on a eu des patients qui ont bénéficié de l'ATU. Donc à chaque fois, donc, nous on a suivi vraiment l'évolution des nouveaux médicaments. Hein, c'est-à-dire quand il n'y a eu que le Sofo tout seul, Dacla avec, le Lysio, enfin bref, on a suivi l'Harmonie aujourd'hui. Donc nos patients ont bénéficié vraiment de tous les nouveaux traitements. Et en sortant de prison, ils sont encore suivis, puisque très peu s'en sortent, parce que 3 mois de traitement, c'est vraiment plus facile qu'un an de traitement. Et beaucoup de personnes ont quasiment fini 3 mois. Sinon, il leur reste 1 mois à finir, et on peut leur donner 1 mois de traitement en sortant de prison. Donc il n'y a pas d'arrêt de traitement à la sortie. Alors, je peux revenir un peu sur le paradoxe français, parce qu'on parle de réduction des risques. Alors, qu'est-ce qui est mis en place dans la réduction des risques ? On a une liste de 15 actions, on va dire, de 15 clés pour la réduction des risques. Entre autres, il y a la vaccination de l'hépatite B, donc elle est proposée, hein, on peut la faire. Le traitement de substitution aux opiacés, c'est aussi un moyen de réduction des risques, puisque si on traite les personnes sur les addictions, donc on a peut-être une chance aussi qu'ils ne prennent pas de risques. Le traitement du VIH, les traitements post-exposition existent dans les prisons, donc tout ça fait qu'on peut faire une réduction des risques. Mais on va revenir. Alors le préservatif aussi, hein, le préservatif est mis à disposition à l'unité sanitaire à toutes les personnes qui veulent. Donc on met dans tous les bureaux de l'unité sanitaire à disposition des préservatifs. On a aussi à disposition pas mal de brochures, de flyers qu'on peut mettre aussi pour les patients. Donc on essaie d'avoir le maximum d'informations possibles. Et on bute uniquement actuellement sur le programme d'échange de seringues, parce que autant l'administration pénitentiaire va nous dire qu'il n'y a pas de seringue en prison, mais elle nous dit quand même de donner le Javel au cas où, ça veut dire donner le Javel mais pas de seringue, ça veut dire si par hasard il y aura une seringue, il faut qu'il ait le Javel, quand on sait que la catastrophe de le Javel que c'est. Donc voilà, donc on nous dit d'un côté donner le Javel, il faut qu'elle soit bien titrée, on insiste beaucoup sur le Javel, mais pas sur le programme d'échange de seringues. Alors c'est vrai que dans les prisons, on est un certain nombre, donc peut-être très peu, à faire un échange de seringues. Il faut le dire maintenant. Donc on le fait parce que quand je vois une seringue sale, on ne peut pas laisser un patient avec une seringue sale, voilà, tout simplement. Donc elle est faite, avec parfois plus ou moins des conséquences sur le personnel sanitaire, on va dire, puisqu'on a une prison où un des médecins a eu beaucoup de problèmes et a dû quitter la prison. On peut en parler en off, mais c'était pas loin de chez nous. Mais voilà, et dans d'autres prisons, on le fait encore. Donc l'administration le sait maintenant, elle le sait indirectement. Voilà, on est dans un no man's land, un peu dans un vide comme ça. On nous laisse faire, on nous interdit. Alors que le référentiel 2005, quand même, parce que moi j'insiste beaucoup là-dessus, il y a un référentiel, la réduction des risques, vous regardez, hein, tout le monde le connaît, le référentiel de 2005, c'est la première fois où la loi française a appliqué la réduction des risques dans la loi, c'est écrit dans la loi, et il faut vraiment lire les lois, parce que c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir, il y a un alinéa où il est marqué qu'il faut faire la réduction des risques, donc programme d'échange de seringues, préservatifs, traitement, enfin on vous fait le listing, et on vous dit, partout où l'usager de drogue se trouve, 2 points, alors c'est marqué espace vert, on peut le retrouver dans les espaces verts, les squats, les gares, etc., avec des points. Donc c'est la première fois que dans une loi où on met des etc., enfin etc., c'est intéressant, etc., ça veut dire partout où il se trouve, sauf la prison. Donc, c'est un décret, t'as dit. Un décret, bon. C'est un décret. L'avis du Conseil d'État, c'est parce que le niveau réglementaire n'était pas assez fort. C'est pour ça qu'on le met dans la loi. Donc, quand ça sera dans la loi, ça sera beaucoup plus sûr et c'est une assise plus importante. Oui, mais un décret, c'est quand même un décret. Ça reste. On est d'accord, mais voilà, on est obligé de tenir compte voilà. de cet avis-là. Hein. Donc voilà, ce qui est toujours dommage, c'est que ça s'arrête, quand je dis ça s'arrête au port de la prison, c'est vraiment, voilà. Sur l'idée, on est d'accord. Voilà, ça, on peut le faire, mais. Qui a été faite, c'est que c'était qu'un décret, donc voilà, d'où la loi. Voilà.
Donc, bon, juste pour finir, c'est vrai que l'exemple que je donnais à Villeneuve n'est malheureusement pas l'exemple dans toutes les prisons, puisque c'est au regard de mes confrères, il leur manque des moyens. Donc, il manque des moyens de fibroscan, il manque des moyens de fibrotest, il manque le moyen de passer en RCP parce qu'ils ont passé tous ces éléments-là. Donc, on est un peu dans un paradoxe où on a beaucoup de moyens, on a des moyens, on a des lois, on a des décrets, hein, mais qui ne sont pas toujours applicables ou toujours appliqués sur le terrain. Juste, vous avez posé une question sur l'assistante sociale. C'est vrai que l'assistante sociale en tant que travailleur social a existé au tout début, dans les années 90, était donnée au ce qu'on appelle le SPIP, le service de probation et d'insertion, service pénitentiaire. Sauf que les missions de ce SPIP a évolué et a changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de travailleurs sociaux dans les prisons. Voilà, c'est clair et net. Les hôpitaux, ils veulent bien mettre en place l'assistance sociale, mais il faut des moyens. Donc, le MIG, on ne peut pas. Donc, le ministère de la Santé nous dit, les hôpitaux disent, on veut bien mettre une assistance sociale, mais on veut des sous. Et l'État nous dit, mais les sous, je les donne à SPIP pour le faire. Donc, si vous voulez, l'argent est donné au service pénitentiaire, mais qui ne fait pas le travail. Et l'hôpital veut bien faire le travail, mais il faut de l'argent, mais il n'a pas d'argent. Donc voilà, on est depuis 3-4 ans, voilà, il n'y a pas de travailleurs sociaux dans les prisons. Voilà. Le dossier médical, depuis la loi du 4 mars 2002, tout patient a droit d'avoir son dossier médical. Donc de plus en plus, nos patients nous le demandent. Ils peuvent, à la sortie ou avant la sortie, ils peuvent le réclamer. Ils le demandent de plus en plus. Et c'est la loi du 4 mars 2002 qui s'applique de toutes les façons. Donc ils ont droit tous à leur dossier médical, pour répondre à la question. Voilà, donc je pourrais ensuite répondre aux questions, donc j'essaie d'être un peu bref. Merci beaucoup. Bon, je vais parler sans mes diapos. Non, mais c'est pas... Non, c'est bon. Ou à la rigueur, Célie, si tu peux me passer... Voilà. Donc Marie-Noëlle Ray, moi je suis médecin hépato au CHU de Grenoble et donc je suis présidente de l'association Prométhée. J'interviens donc en prison, pas au même titre que Fadi, puisque moi j'y suis qu'un intervenant, on va dire, occasionnel, enfin occasionnel régulier quand même. En mars 2004, j'ai commencé la consultation donc délocalisée d'hépato à la prison de Vars, donc ça fait maintenant 11 ans. Qu'est-ce qui m'avait motivée à l'époque? C'était clairement le fait que depuis un certain nombre d'années, bien avant que j'arrive dans le service d'hépato, les patients étaient extraits, avec plus ou moins de bonheur, puisqu'en général, ils venaient une fois en consultation, et puis après, on ne les revoyait pas, les traitements n'étaient jamais menés jusqu'au bout. Donc en fait, ça ne ressemblait pas à une prise en charge. En tout cas, l'équivalence de prise en charge, elle n'y était pas, clairement. Et puis, deuxième chose, en discutant avec les médecins de l'unité pénitentiaire, clairement, ça semblait être, puis on avait de plus en plus d'arguments pour le dire, que ça semblait être un temps opportun. En tout cas, on sortait un certain nombre de détenus de la société, enfin de la situation de précarité dans laquelle ils étaient en dehors de la prison. Ils étaient à peu près dans un milieu cadré où ils avaient à manger, un toit, etc. Et ça permettait d'envisager les traitements un petit peu différemment. Et puis, il y avait aussi toute la question autour des comorbidités qui touchent, à mon avis, je suis bien d'accord avec Pascal, plus particulièrement cette population. Et c'est pour ça que l'histoire naturelle, en effet, on la connaît mal et qu'on devrait sûrement traiter plus tôt. Donc tout ça, ça m'a amené à cette consultation en prison. Donc j'y vais une fois par mois dans une prison qui est comme Villeneuve-les-Maglones, donc une maison d'arrêt, ce qui veut dire que c'est théoriquement des peines courtes, en sachant que j'ai parfois des patients qui mettent 1 an à être jugés. Donc de toute manière, la peine courte se traduit en un certain nombre de temps quand on va me passer dans la prison, que j'ai une prison qui est dans un état de vétusté assez avancé et surpeuplée comme toutes les prisons françaises, puisqu'il y a théoriquement 280 places, donc c'est beaucoup plus petit que Villeneuve, et avec actuellement 360 détenus. Le problème d'accès à la consultation, moi j'ai mis 3 ans à comprendre qu'en fait il y avait un problème d'accès à ma consultation justement par la stigmatisation. Puisque quand on appelait pour ma consultation, on disait c'est Hilleray. Donc Hilleray, au bout de 3 mois dans la prison, j'étais étiquetée, c'était l'hépato qui venait pour voir ceux qui étaient plombés par une hépatite. Donc au bout d'un moment, en fait, j'avais des détenus qui ne voulaient pas accéder à ma consultation parce que tout le monde savait, du moment où on les appelait avec mon nom, que c'était parce qu'ils avaient une hépatite. Donc pas un accès qui était freiné.
Donc on a mis au point, en réfléchissant avec les services pénitentiaires, sur le fait qu'il fallait qu'ils appellent pour le spécialiste en général, puisqu'il y avait un ophtalmo, un dermato, un hépato. Voilà, ça permettait au moins de sortir de cet écueil-là. Et puis, comment est-ce qu'on accède à ma consultation? En fait, tout détenu qui arrive en prison a une consultation qu'on appelle d'entrant. Dans cette consultation d'entrant, il voit d'abord un infirmier, puis un médecin. L'infirmier les informe sur les risques, en particulier hépatite, VIH. Ils ont un espèce de valisette remise à l'entrée avec des outils d'information, enfin des fascicules très généraux sur la santé et donc sur les hépatites. Et puis, on leur propose un dépistage. Et notre problème principal dans l'accès au dépistage à Vars, c'est qu'en fait, on a une proposition et pas un dépistage d'emblée. Ce qui fait qu'on a des patients à qui on va donner un rendez-vous pour la prise de sang qui est faite en différé. Donc, autant vous dire qu'on en perd 50%. Et puis ensuite, ce dépistage, il est actuellement financé par le Conseil général via le CDAG, et qu'actuellement, il y a encore un certain nombre de patients donc, qui ne sont pas pris en charge à la prison parce qu'ils refusent de sortir de l'anonymat du CDAG. Et le CDAG ne nous informe pas du patient qui est présent, puisque le désir du patient, c'est de rester anonyme. Donc, ils n'acceptent pas la prise en charge. Donc, il y a un certain nombre de choses qui grippent quand même dans notre système, dans ma situation particulière. Et puis, enfin, ils arrivent à la consultation. Donc, moi, je viens une fois par mois. C'est vrai qu'on a de plus en plus de patients migrants. Et que là, se heurte aussi la barrière de langue. Arriver à faire comprendre qu'ils ont une hépatite. Alors ça, en général, ils ont assez vite compris, parce que malheureusement, le terme est assez universel. Hépatite, même en russe, ça se dit à peu près de la même manière. Mais après, c'est arrivé, parce que d'emblée, quand on a mis en place des programmes d'éducation thérapeutique en 2010, au réseau, donc en ville et à l'hôpital, on a deux programmes labellisés. Je me suis dit, de toute manière, pour moi, le programme de l'hôpital, étant donné que j'interviens dans une USN, il est clair qu'il est transposé en prison. Il n'y a pas une prise en charge différente. Et le problème auquel on se heurte, c'est que, moi, j'ai rarement un accès à l'interprète. Quand il y a un interprète de prévu, de toute manière, il n'est pas là au moment où je vois le patient. Qu'éventuellement, les détenus amènent un codétenu de la même langue à qui ils font confiance et qui va traduire. Ça pose quand même des problèmes. Et puis, récemment, on a la DGS qui nous a soutenus dans un projet. Alors, c'est juste ça que je voulais montrer, Célie. Je ne sais pas. On a la DGS qui nous a soutenus dans un projet qui était de développer un outil. Alors, à la base, c'était un outil d'information pour les personnels migrants et en difficulté de langage. Cet outil, il faut savoir que très longtemps avant, dans les années, c'était 2001, on avait été faire une intervention en prison avec l'IREPS. Et qu'on avait déjà essayé de mettre au point un outil d'information justement pour des personnes illettrées, qu'on puisse communiquer sur les hépatites virales sans avoir besoin de l'écrit et simplement avec des pictogrammes. Et donc cet outil, petit à petit, il a dévié. On avait un outil artisanal avec des boîtes où on classait les objets, enfin tout ce qui était potentiellement contaminant, non contaminant, comment on passait de la situation contaminante à une situation non contaminante. Et on a eu un appel à projet DGS il y a quelques années qui nous a permis de financer la mise au point de cet outil en reprenant avec des groupes d'alphabétisation la mise au point de cet outil et qui me sert moi maintenant en éducation thérapeutique au niveau de la prison. Alors voilà l'outil en question. Vous avez donc, il y a à la fois de l'écrit, mais c'est quelque chose qui est destiné à être aussi essentiellement visuel, de manière à ce qu'on puisse soutenir n'importe quelle situation. Il a été traduit en 19 langues, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de langues de l'Est, donc ça nous aide. On a le géorgien, on a du russe. Donc ça m'aide aussi à pouvoir correctement mener cette action d'éducation thérapeutique. Et puis cet outil a été aussi, donc ça, ce que vous voyez, c'est ce livret. Alors si ça vous intéresse, il y a des membres de notre association qui sont là, qui pourront vous informer sur comment le commander. Donc ça, c'est un livret, mais on avait aussi avec des planches, puisque en particulier pour des actions de prévention, on avait besoin d'un autre outil. Donc ces planches, on a un imagier, et puis on a aussi une boîte d'outils, enfin une mallette que j'ai là, qui est vraiment avec des objets, où on peut du coup faire des animations avec les personnes qui sont, voilà, tu peux sortir éventuellement. Donc
Donc cet outil, en fait, vous voyez là, c'est ce que vous avez en haut, c'est l'image d'un atelier que j'ai fait avec des détenus. Donc vous voyez, hein, ces ateliers, il se passe... Ça, c'est des ateliers de prévention qui se font par le café. Il y a un café santé organisé à la prison, donc on peut organiser des ateliers de prévention, mais c'est la même chose en éduc, sauf que je le fais en individuel. Donc là, on est dans la chapelle de la prison, et on a entre 6 et 15 détenus, hein, quand même, quand on fait ces animations. Et vous voyez, là, on arrive à classer, en fait, en fonction de ce qui se dit, les pictogrammes. Et là, c'était essentiellement sur la prévention des contaminations. Et puis, vous avez aussi ce panier d'objets qui nous permet de classer. Donc, on fait classer aux détenus, ils viennent tirer des objets. Enfin, c'est assez interactif. Et donc, voilà. Donc, je remercie encore la DGS de nous avoir soutenus dans ce projet. Ouais. Si, il y a des seringues. Il y a tout. Il y a des seringues, il y a... les seringues, initialement, c'était des vrais, ouais. Le câlin. Voilà. Les toilettes, l'alimentation, le travail. Bon, c'est bon, n'en jette plus, Hélène, n'en jette plus. Donc, et après, on a aussi les cartes, voilà. Donc ça, vous avez des cartes, hein, c'est assez explicite, hein, ça permet d'aborder plein de sujets différents sur le tatouage, mais même sur des, par exemple, pour des publics spécifiques, il y a des histoires de tatouage traditionnels. Enfin, voilà. Donc, en pratique, moi j'ai une pratique qui dérive un peu par rapport à celle de Fadi, mais c'est vrai que ça a permis, on est nous dans le cadre de la rétrocession, on n'a pas de pharmacien à la prison, c'est une petite prison hein, par rapport à Villeneuve, mais par contre on nous prépare, la pharmacie nous délivre les traitements, et clairement dès le départ la pharmacie a été très proactive pour qu'on puisse bénéficier des DAA pour les patients incarcérés au même titre que pour les patients externe. Il se trouve que on n'a pas mis beaucoup de traitements en cours depuis 2014, mais ça a été essentiellement des histoires de durée de peine et surtout de difficultés d'extraction. C'est comme le disait Fadi, eux ils ont un fibroscan, nous on n'a pas de fibroscan. Donc moi j'ai éventuellement le fibrotest. Et quand j'ai vraiment un souci en termes d'identification du degré de fibrose, il faut que j'extrais les patients pour pouvoir leur faire moi un fibroscan au CHU. Et ça me prend en général 2 mois actuellement. 2 mois, c'est-à-dire que pendant 2 consultations, je vois un patient que je continue à informer, etc. Mais je lui dis, on est toujours dans l'attente de l'extraction pour l'examen que vous allez aller voir à l'hôpital. Pour peu qu'ils refusent, enfin, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe avec la pénitentiaire vraiment le jour dit, mais pour peu qu'ils refusent, on se reprend encore 2 mois. Donc c'est vrai, c'est des délais qui s'allongent. Alors moi, j'ai l'avantage d'être hépato au CHU, donc mes dossiers de RCP, je les prends sous le bras, c'est moi qui les présente. Donc ça fluidifie beaucoup le système. Et puis pour la question de la sortie, donc le problème, c'est clairement le périmètre, le timing de la sortie. Donc moi, il est clair que dès la première fois où je vois le patient, je lui remets en continu, soit j'alimente son dossier qui est posé au greffe, soit je lui donne à chaque fois tous les éléments d'analyse qu'on a fait et éventuellement la trace de l'éducation thérapeutique qu'on a fait. Donc ils ont ça de toute manière et puis ils ont les coordonnées tout le temps de l'association Prométhée et mes coordonnées au CHU et j'ai briefé tout le service. Les secrétaires savent que si une personne se présente à l'accueil du service ou dans un secrétariat et qui dit qu'il vient de Vars, il doit avoir un accès direct derrière aux infirmières d'éducation qu'on a dans le service et à moi en particulier, c'est-à-dire une consultation dans les 48-72 heures qui suivent la sortie de prison, de manière à ce qu'on puisse embrayer direct derrière s'il y a un traitement en place. Et normalement, le personnel de la prison donne toujours aux détenus, quand il y a une sortie, même non préparée, le joint pour faire 48 heures de traitement dehors. Enfin, oui. Non, ça, ils se fournissent eux-mêmes. et donc, voilà comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que ça repose, sur, c'est vrai, l'information dans mon service, depuis que j'y suis, ils sont sensibilisés. Ils savent aussi que je vais faire la chasse, que si par hasard j'ai ouï dire que ça s'est pas déroulé correctement, ça me met en colère.
et que je suis pas commode. Mais ça passe aussi parce qu'il y a une coordination entre aussi le XAPA qui les reçoit, éventuellement dehors, notre service, et puis l'USN qui les, avec des infirmières qui sont motivées. On fait des échanges de pratiques tous les 6 mois pour entretenir la motivation de l'équipe de l'USN, à être à jour sur les traitements et puis à comprendre exactement les nouvelles, les avancées, l'utilisation des TROD, on en parle, même si c'est pas consensuel sur comment est-ce qu'on les utiliserait à la prison. Voilà. Merci. Juste, c'est vrai que dans le cadre de l'éducation thérapeutique, nos patients, nous on a fait un livret, donc dès le début de la prise en charge du patient. Il a un livret sur lequel, toutes les semaines, il va noter les médicaments qu'il a pris, ce qu'il ressent. Donc, comme il le garde avec lui, ce livret, pendant une semaine, il peut noter éventuellement ce qu'il ressent. Il en parle tout le temps avec l'infirmière. C'est ce qui fait la jonction avec l'extérieur. Ou s'il sort de façon inopinée en sortie sèche, il a toujours ce livret avec lui où on a l'historique du traitement, quand est-ce qu'il a commencé. Voilà. Et pour des raisons, je dirais, de confidentialité, il y a un numéro sur ce livret, parce qu'on ne veut pas que son nom, s'il perd le carnet, il n'y a pas son nom. Donc, voilà. Donc il y a un numéro, il n'y a que lui qui connaît le numéro, mais s'il est perdu, quelqu'un va trouver un numéro, mais pas un nom sur ce carnet-là. Donc on a faire une confidentialité à ce sujet-là. Moi, je voulais revenir un petit peu sur votre contexte. C'est bon, là, ça marche ou pas? Oui. Moi, je voulais revenir quand même un peu sur votre contexte grenoblois de dépistage, là, qui est quand même un peu étonnant. Donc, c'est vrai que ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, on propose systématiquement le dépistage des 3 virus à l'entrée. Les personnes ne sont pas toujours prêtes à accepter le dépistage au moment où elles arrivent. Voilà, parce qu'elles arrivent de garde à vue, elles ont plein d'autres choses en tête. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment pour faire le dépistage. En tout cas, il faut en parler, il faut le proposer. Mais ce qui est tout à fait quand même bizarre, c'est que le rendez-vous soit pris exclusivement auprès de votre CDAG. Parce que la règle, c'est que c'est l'unité sanitaire qui est le médecin, le premier recours pour tous les problèmes de santé, et qui après, effectivement, autour de cette médecine générale et infirmier, se greffent des consultations de spécialité ou des accès à des offres qui peuvent être multiples. Bon, en termes de dépistage, c'est intéressant de pouvoir proposer une offre de CDAG en plus de l'offre de l'unité sanitaire, parce que plus on multiplie les offres de dépistage et les TROD, après, si on fait des TROD par des XAPA, par des associatifs, c'est très bien, parce que ça fait multiples portes d'entrée dans le dispositif, et c'est toujours des gens qu'on n'aura peut-être pas forcément captés par l'unité sanitaire, qu'on attrapera par la CDAG, par une association, par un XAPA, et qu'on amènera vers le soin. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc c'est quand même un peu tragique, je dirais, qu'avec tout ce système, vous perdiez de vue quand même beaucoup de gens. Les unités sanitaires où ça se passe bien, on a effectivement 70 ou 80 personnes, 80% qui acceptent le dépistage dans les premiers temps de l'incarcération. Après, toute la difficulté est aussi de reproposer systématiquement cette offre en cours d'incarcération. Donc ça, c'est pas évident, parce qu'il faut y penser, il faut avoir une espèce de checklist, il faut avoir peut-être des critères pour dire tiens, celui-là il a refusé, c'est intéressant qu'on essaye de le reprendre après. Donc c'est ça aussi qui est difficile. Mais enfin, vous, je pense que, comme je vous l'ai dit en aparté, voyez avec votre ARS pour essayer de repenser cette offre-là, parce que c'est quand même un gros gâchis, quoi. C'est un gros gâchis de ne pas pouvoir proposer le test, qui est déjà la première entrée de tout le reste. Hein. Voilà. Le test est proposé, il est financé par le Conseil général. C'est quand même les infirmières de l'USN qui piquent le patient. Hein. C'est dans les. Mais voilà, oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que le CDAG, c'est quand même aussi un partenaire de terrain, et que c'est compliqué tout ça. En dehors de la prison, c'est avec le CDAG qu'on travaille aussi beaucoup. Que voilà, c'est pas. Par contre, faire le dépistage à l'arrivée, c'est le meilleur moment. Enfin, même si on dit qu'il y a le choc, on a remarqué que quand on le fait pendant la visite d'arrivant, c'est là qu'on a le maximum de dépistage. Parce que quand on le reconvoque une deuxième fois, on a des difficultés. Et pour les patients, alors c'est vrai que pour les patients usagers de drogue ou qui sont sous traitement de substitution, c'est plus facile de leur reproposer pendant l'incarcération, donc parce qu'on les voit régulièrement. Et on a de plus en plus, enfin, au moins à Villeneuve, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir en nous disant ah, j'ai pris des risques. Et donc on fait des dépistages aussi à leur demande parce qu'ils ont pris des risques en milieu carcéral. Nous, on insiste aussi dans le guide Méthodos sur le fait de reproposer le dépistage à la sortie.
à la sortie. Ce qui permettrait éventuellement de mettre en évidence des cas de personnes qui étaient négatives à l'entrée et qui sont positives à la sortie. Voilà, on est sûr qu'il y en a quand même un certain nombre. Et puis, dans l'idée de la continuité, dans la mesure où c'est aussi souvent quand même des gens qui font des allers-retours, hein. C'est des gens qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Donc voilà, c'est intéressant aussi de leur proposer, ne serait-ce aussi que pour les adresser à l'extérieur. C'est aussi une manière de... Moi, je voulais revenir aussi 2 minutes sur l'histoire de la prise en charge des personnes migrantes. Donc vous avez dit avoir des difficultés à avoir l'interprétariat au téléphone. Donc dans le guide méthodo, on a bien reprécisé comment on pouvait avoir accès aux différentes modalités d'interprétariat. Donc il y a une convention DGS avec Interservices Migrants pour les pathologies... ça marche plus ? Si, mais il faut mettre Ah oui, je peux en face. Donc il y a une convention quand même DGS avec Interservices Migrants pour tous les praticiens pour avoir accès à un interprète quand il s'agit de sujets de VIH, d'hépatite et de tuberculose, hein, aussi bien au niveau du dépistage que de l'explication, de la prise en charge. Donc voilà, il faut utiliser cette convention. Certains gros hôpitaux, certains gros CHU ont eux-mêmes leur convention pour l'ensemble de leurs patients. Donc je crois qu'il faut mobiliser ces outils d'interprétariat professionnel, parce que c'est vrai que la traduction par un co-détenu, c'est quand même, ça pose quand même plein de problèmes. Et puis, le paradoxe quand même, la loi de 94 pose le principe que toutes les personnes ont une couverture sociale pendant qu'elles sont incarcérées, y compris les personnes en situation irrégulière. Donc les gens, ils arrivent, ils sont à l'AME où ils n'ont pas de couverture, ils sont incarcérés, ils ont la couverture régime général, mais quand ils sortent, gros problème, ils l'ont plus. Et on ne peut pas mettre en place l'AME tant qu'ils sont incarcérés parce qu'il faut avoir le bulletin de sortie. Donc je crois qu'il faut être particulièrement attentif sur ces personnes dont on peut penser qu'elles vont être irrégulières à la sortie. D'abord, il y a le sujet du droit au séjour pour soins. Et puis, il y a l'histoire de l'AME qu'il faut essayer d'anticiper. Sinon, le trajet, c'est centre de rétention administrative direct. Hein. Oui. Et renvoi dans le pays. Voilà. Donc c'est un peu dommage. On l'a dépisté, on a commencé un traitement et tout s'écroule parce qu'il n'y a pas ce soutien de l'aspect administratif et de l'aspect couverture sociale. Quoi. Donc je voudrais insister sur ces 2 points sur la prise en charge des migrants. Ouais. C'est le seul frein qu'on a aujourd'hui pour le traitement de l'hépatite B, c'est justement, ça concerne beaucoup de personnes migrantes. Et débuter un traitement, parce que c'est pris en charge à 100% en milieu carcéral, oui, on peut le faire, mais que de l'après, et on n'est pas sûr qu'il va poursuivre le traitement, enfin, surtout dans l'hépatite B. On sait bien que s'il arrête son traitement à la sortie, ce serait bien dommage. Et c'est actuellement vraiment notre point faible. Hein. Autant la vaccination, on le fait, autant on a peut-être par an une quinzaine de personnes qui sont concernées par le traitement d'hépatite B, qui pourraient l'avoir, mais dont on est bloqué par le fait qu'on ne sait pas s'ils auront l'AME ou pas, ou est-ce qu'ils vont partir après. Voilà, on est vraiment bloqué par ce problème. Alors, Perte de chance, oui. Pardon, monsieur. Avant de laisser la parole, les questions à la salle, je vais vous reposer une question par rapport au... on a parlé donc de l'accompagnement des migrants. Ça, Madame Barbier nous a aidé sur le sujet. Monsieur Terrail, tout à l'heure, je voudrais bien que vous nous disiez, on voudrait insister sur l'effectif de la pharmacie, parce que vous avez insisté dessus. Moi, ça a attiré mon attention. Est-ce que ça veut dire que justement, en fonction de l'effectif, il faut être vigilant pour que ça puisse fonctionner derrière? Ah, pardon. Pour que ça puisse fonctionner derrière. Alors, je crois que je suis là qui marche. Pour la pharmacie, en fait, nous, on est parti d'une recommandation suite à une inspection en 2008 où il n'y avait pas assez de temps pharmacien, puisque nous, on a toujours eu historiquement une pharmacie à l'unité sanitaire, mais il n'y avait qu'un mi-temps de pharmacien. Donc, nous, on s'est servi, en fait, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on s'est servi de la rétrocession des médicaments VHC, mais aussi de tous les médicaments de la liste de rétrocession, pour se faire financer un poste d'assistant pharmacien par la direction de l'hôpital qui a été ouvert en octobre 2012, donc il y a 2 ans et demi. Donc ce qui nous permet maintenant d'avoir un temps plein. Et l'intérêt de ce temps plein, c'est qu'il est partagé entre 2 pharmaciens, c'est-à-dire qu'on est tous les 2 à mi-temps entre l'unité sanitaire et le CHU, ce qui fait qu'on garde les contacts et c'est pas mal pour la transition de ne pas être à temps plein. Je pense que ça serait assez réducteur pour un pharmacien d'être à temps plein en maison d'arrêt parce qu'on perd tous ces contacts avec l'extérieur, notamment pour le suivi des détenus, avec la ville et avec les autres confrères hospitaliers. Ça, c'est important. Et nous, c'est lié au fait, alors le temps plein pharmacien, pourquoi ?
c'est pas lié au nombre de détenus, c'est lié à ce qu'on a une pharmacie, alors qui n'est pas une pharmacie à usage intérieur, donc pas une pharmacie autonome, qui est une annexe de la pharmacie du CHU, puisqu'on a une seule pharmacie au sens juridique. Mais à partir du moment où on a un site et on dispense des médicaments, il faut toujours, pour dispenser des médicaments, quel que soit le nombre, c'est pas lié au nombre de détenus, il faut toujours qu'il y ait une présence pharmaceutique. S'il n'y a pas de présence pharmaceutique, nous ne sommes pas habilités à dispenser des traitements aux détenus. Ce qui nous permet donc d'avoir des traitements dispensés au guichet aux détenus et de faire vraiment l'initiation des traitements en temps réel. C'est-à-dire que le détenu, il vient en consultation, que ce soit du somatique, du psychiatrique, il sort avec une ordonnance. Si c'est une ordonnance de traitement court, on lui dispense pour ces quelques jours. Par exemple, c'est un anti-inflammatoire, un antidouleur. Avec les conseils associés, on lui remet dans un sachet avec un double de l'ordonnance qui est demandé. Si c'est un traitement long, soit c'est un nouveau traitement, on lui donne jusqu'au prochain tour, puisque les traitements nous sont dispensés suivant le type de pathologie et le profil des patients, soit en journalier avec un pilulier, soit en 3 fois par semaine, soit en 2 fois par semaine, soit en hebdomadaire. Voilà, et on s'est adapté au type de médicaments. Par exemple, les antirétroviraux qui sont mis en hebdomadaire sont remis à la demande des détenus dans des sachets sans aucune identification, ce qui pourrait dire qu'on est contraire à la réglementation puisqu'on devrait identifier les traitements avec le nom et le numéro de l'eau, mais là c'est par souci pour pas que les détenus soient stigmatisés par les autres détenus. Donc on est obligé de s'adapter à tout, mais nous on est très réactifs, c'est-à-dire qu'un détenu qui a un changement de traitement ou un souci par exemple au niveau psychiatrique, on peut tout de suite lui réadapter son traitement, au pire on lui demande de passer en cellule, de ramener son sachet, on lui réadapte son traitement dans les 5 minutes. Donc il y a vraiment, ça c'est important, je pense qu'il y a un suivi qui se fait quand le détenu ressort de l'unité sanitaire. Il a suivi exactement en circuit accéléré le même circuit qu'il suivrait s'il était en dehors de l'incarcération. Et ça, je pense que nous, on se bat pour garder une pharmacie ouverte parce que moi, on vit des contraintes budgétaires qui sont inhérentes à tous les services d'un CHU. On nous demande de réduire nos effectifs pharmaceutiques. Et nous, on s'est battu avec l'appui de Fadi pour ça. Pour qu'on garde l'effectif, notamment de 3 préparateurs, où nous, on est attaqué, même au sein de mon propre service, on nous demande de rendre des effectifs régulièrement pour garder. Ça, c'est important, je pense. Alors, il faut aussi préciser que c'est un choix qu'on a fait parce que l'enveloppe MIG n'est pas extensible. Et c'est un choix qu'on a fait parce qu'habituellement, ce sont des infirmières qui font des préparations pour aller faire la dispensation. Donc, on a transformé quand même des postes d'infirmières en postes de préparatrices en pharmacie, pour qu'il y ait vraiment 3 préparatrices en pharmacie, et on a 2 infirmières en moins. Donc voilà, donc je veux dire, c'est pas Villeneuve, on n'a pas été gâté en nous donnant un budget supplémentaire. Donc c'était un choix en interne. Ça mobilisait 2 infirmières en pharmacie. On a décidé de mettre à la place de 2 infirmières 3 préparatrices, et donc 2 infirmières en moins. Et on a retravaillé, on a repositionné les infirmières ailleurs qu'à la pharmacie, et ce qui a permis de faire une pharmacie avec 3 préparatrices, un pharmacien de temps plein, et 7 infirmières pour le reste du travail. Alors, je vais poser mes questions, mais je reviens vers la salle parce que Madame Hilleray part dans quelques minutes pour prendre son train. Donc, je ne vais pas vous priver de lui poser des questions. Merci. Moi, j'ai une question pour Christine Barbier. Vous mentionnez en fait qu'il pouvait y avoir un dépistage fait systématiquement, ou en tout cas qui était préconisé. Patrick ? Non, mais en fin d'incarcération. Patrick, excuse-moi. C'est trop fort. Non, c'est juste s'il y a en fin d'incarcération. Bon. Il n'y a pas de questions pour Madame Hilleray ? Si, moi je voulais lui demander si c'est pas... Parce que la prison que vous représentez, M. Mirouet et M. Terrail, elle a l'air un petit peu idéale. Et il ne doit pas avoir beaucoup de prisons où ça se passe aussi bien. Vous pouvez même faire de l'échange de seringues qui n'est pas fait ailleurs. Vous avez le fibroscan et ça doit être un peu frustrant. Ça doit être un peu frustrant parce que vous avez quand même des super résultats. Et donc c'est un modèle à suivre. Mais on se doute bien que ça ne doit pas être facile à mettre en œuvre, quoi. Après, on compose avec les données locales. Moi, ça fait 11 ans que petit à petit, on fait avancer les pions. Chaque année, il y a un pion différent qui avance. On a déjà accès au traitement correctement. Maintenant, le gros champ de travail, c'est en effet le dépistage.
Mais c'est le dépistage comme partout ailleurs, hein, parce que le champ du dépistage, il est vraiment à faire bouger. Mais il n'y a qu'en allant à l'intérieur. Ça, par contre, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il n'y a qu'en étant là-bas une fois par mois et en m'impliquant que je peux arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Alors, c'est sûr, les lignes ne sont pas idéales, mais bon. Pas d'équivalence dans le sens. Je suis pas convaincue, moi, que le dépistage soit bien fait dehors non plus. Hein. Ah si, dans la prise en charge globale, une fois qu'ils sont dépistés, dehors, c'est pareil. Quelqu'un qui va en CDAG et qui n'a pas envie de se faire prendre en charge derrière, quand il est dépisté positif, il a le droit à ne pas communiquer ses résultats. Donc là, c'est voilà où il vient pas les chercher. Enfin voilà. Mais après, une fois qu'ils sont dépistés et qui veulent avoir accès à la prise en charge, le seul frein qu'on a actuellement, c'est cette histoire de fibroscan, en sachant que nous, on a accès quand même au fibrotest. Donc, le fibroscan, pour moi, c'est vraiment important de ne pas traiter n'importe qui sans être vraiment sûr. Par exemple, quand on fait un diagnostic de F3, F4, derrière, il n'y a pas seulement le traitement, mais il y a aussi toute la surveillance qu'on va proposer aux patients et derrière, la sécurité qu'on va mettre autour. Et pour moi, c'est vraiment important d'arriver à bien caractériser quand même les patients. Je estime que c'est mon métier de médecin de maladie du foie. Et donc, parfois, oui, c'est vrai que je suis un peu bloquée par ce délai au fibroscan. Mais par contre, pour l'accès aux soins, ils ont l'accès aux soins. Hein, parce que clairement, l'équipe de généralistes derrière, elle est formée. Ils les voient si possible, enfin, si c'est nécessaire. Je veux donner le contact par rapport à la mallette. Et puis... Vous avez Hélène Mollard, qui est là, qui est la secrétaire de notre réseau. Et voilà, donc elle a les brochures et elle a surtout un papier qui vous permet de faire des demandes d'outils. Voilà. Donc il y a 22 langues en fait. Ah, c'est 22 du coup. Oui, il y a 22. Pour moi, c'est 19. Et du coup, il y a d'autres langues, dont le lingala, qui vont être traduites bientôt, quand on pourra. Et donc là, j'avais amené des exemplaires donc en français. Vous pouvez en prendre tous ceux qui veulent, et m'envoyer par mail ou par courrier ceux qui ont besoin, donc en fonction des langues que vous souhaitez. Voilà. En sachant que la mallette d'outils là qu'on vous a montrée, on l'a distribuée à toutes les structures à qui on pouvait la distribuer et qu'on n'en a plus. Voilà, et qu'on est en cours de recherche de financement pour refaire des mallettes. Après, en Rhône-Alpes, elles sont dans toutes les IREPS Rhône-Alpes. Donc, si vous avez besoin de ça, c'est une question auquel moi je me suis pas intéressée, mais là on avait fait 19 mallettes et le coût c'est assez cher parce qu'en fait le problème de ces objets c'est qu'ils sont moulés. Et en fait, c'est vrai que si on avait tiré 100 mallettes d'un coup, on aurait pu réduire le coût, mais on n'avait pas le budget dans les fonds qu'on avait. Et c'est une bonne question, mais si ça vous intéresse vraiment, je vais aller chercher et je vous la donnerai le coût. Je crois que 200-300 €. Ouais, je crois que la mallette. Mais bon, on avait fait une faible quantité. Et Michel Cisorne a signalé quand même qu'au niveau de la qualité des outils, ils ont choisi de la bonne qualité, donc ce serait peut-être possible de faire des économies. Mais bon. Et moi, Marie-Noëlle, avant que tu parles, je voudrais bien que tu nous dises quelques mots sur l'accompagnement des associations en milieu carcéral. Selon toi, comment... Alors, on sait que Aide intervient, mais c'est pas facile avec la problématique de stigmatisation, même pour eux. Donc, en termes d'amélioration... En fait, nous, ce qui apporte vraiment un plus à VARS, hein, c'est le fait d'avoir un animateur santé, qui est un poste financé par le CHU de Grenoble. Et cet animateur santé permet en fait de lisser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de stigmatisation dans son café santé, donc qu'il va organiser. Il est question de tout.
Il est question d'addiction, il est question d'hépatite, il est question, à un moment, il y a eu un atelier sur le diabète, l'alimentation, parce qu'il y a eu une vague de dépistage de diabétiques. Enfin, voilà. Et donc, ça permet à Yves, donc cet animateur, de faire entrer les associations par ce biais-là, en fait. Et Aide co-anime, par exemple, beaucoup avec Yves, mais il est ouvert, lui, à toutes les associations qui peuvent se manifester pour un sujet de santé particulier. Ils interviennent sur les deux, oui. Ils interviennent sur les deux, en sachant qu'à chaque fois qu'on a fait, quand on a fait des ateliers ces dernières années, il y avait parfois le CDAG ou éventuellement moi qui étions présents aussi pour ces animations hépatites. On a une convention nationale DGS, Direction de l'administration pénitentiaire, aide, qui n'est pas une convention financière, qui est une convention d'objectifs, où il y a un cadrage des interventions de aide en milieu carcéral. Avec effectivement le fait que ça doit s'inscrire dans la logique éducation pour la santé globale d'un établissement de santé, d'un établissement pénitentiaire, avec un comité de pilotage, un partenariat. Et donc, il y a les types d'actions que Aide peut mener, qui est donc il y a effectivement prévention, réduction des risques, et il y a soutien individuel. Voilà. Et donc, les ARS ont eu cette convention, et localement, après, elle est déclinée. Je crois que pour les associations, peut-être qu'on distingue les associations qui interviennent dans une logique effectivement de prévention, éducation, réduction des risques, et puis après ce qui est du soutien individuel de personnes atteintes. Il y a un peu les deux choses. Les données de Prévacar, c'était les associations pour soutien accompagnement. Et là, on voit vraiment, ça pêche, quoi. Voilà. Là, il n'y a rien. Après, c'est aussi fonction des ARS, de ce qu'elles ont mis dans leur schéma, de ce qu'elles ont dans leurs appels à projets. C'est très ARS dépendant aussi, après, les interventions associatives. On a frustré le monsieur qui voulait poser une question. Si. Je m'en excuse, mais c'est... Sur la mallette, je voulais juste donner une précision technique. Merci. Oui, je voulais donner une précision technique sur la mallette et sur les livrets bilingues. L'INPES est en train de constituer, de réactualiser plutôt un catalogue sur tous les outils d'information en direction des migrants qui va être mis en ligne. Donc, pas uniquement les outils produits par l'INPES, mais aussi les outils produits par les associations comme Prométhée. Et donc, vous pourrez aussi, parce que malheureusement, on regrette aussi que Prométhée puisse pas diffuser avoir les financements pour diffuser à plus grande échelle la mallette qu'ils ont constituée, mais vous aurez par le biais du catalogue et par le biais de l'accès au site du catalogue des outils migrants, un certain nombre une possibilité de reconstituer les différentes mallettes. On parlait avec Marie-Dominique Potier des mallettes de Médecins du Monde aussi. Donc ce sera une mise à disposition au moins de l'information, du coût et des possibilités pour chaque acteur intervenant de se constituer son propre matériel, y compris pour les matériels bilingues, puisque la diversité des langues fait que chacun peut avoir besoin de telle ou telle langue. Marie-Noël, du coup, merci encore. On va bientôt. On peut avoir 5 minutes de questions. La question de Patrick. Après, si vous avez des questions. Ma question est rapide. Vous parliez de préconisation en fait de dépistage en fin d'incarcération. Or, dès l'instant où on travaille un peu avec les UXA et on parle avec les gens, il s'avère que le dépistage en fin d'incarcération n'est pas aussi évident que ça. Théoriquement, effectivement, c'est bien. Maintenant, dans la pratique, très souvent, en fait, vous ne savez pas quand les détenus vont être libérés et vous l'apprenez, en fait, finalement, après. Alors, je ne sais pas comment vous faites avec ça, Fanny. Là, moi, j'évoquais surtout la consultation qui est quand même inscrite dans la loi pénitentiaire pour les personnes condamnées. Pour les personnes condamnées, en principe, voilà. On devrait savoir un peu plus quand est-ce qu'ils sortent. Je dis en principe. Voilà. On a, en fait, maintenant, on a une liste toutes les semaines, en fait, d'une semaine à l'autre, des personnes qui vont sortir. Donc, ceux qui ont
ce dont on connaît la date, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés, ils vont finir leur condamnation. Et encore, elle reste théorique, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle les remises de peine supplémentaires, il y a les aménagements. Et il n'y a pas plus tard, avant-hier, un patient donc, qui était diabétique, qui est sous méthadone, qui est hépatite C. C'était lundi, il sortait mardi. On a tout préparé pour la sortie. Il est arrivé au greffe pour la sortie. Et on lui a dit, vous avez 2 mois supplémentaires. Donc il lui restait 2 mois supplémentaires au greffe. Hein, voilà. Donc, alors que lui, on avait tout préparé, c'est-à-dire on a appelé le médecin, on a pris les rendez-vous, on lui a donné un traitement de son diabète et de la méthadone pour 4 jours pour faire cette zone tampon entre la sortie le mardi et sa consultation au XAPA le vendredi. Donc, il avait un traitement pour 4 jours, le temps que le XAPA prenne le relais. Donc, voilà, il prend 2 mois supplémentaires. Et d'autres qui devaient sortir jeudi, à qui on avait aussi préparé tout pour jeudi, il est sorti lundi sans rien parce que il y avait en fait 3 jours, il s'est trompé de 3 jours. Alors c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui, même pour le détenu et l'avocat, de savoir quand est-ce que le détenu va sortir. Entre remise de peine supplémentaire, remise de peine automatique, on lui enlève 1 jour, on lui remet 2 jours, on a oublié qu'il y avait 1 mois. Enfin voilà, ça devient de plus en plus compliqué à connaître. Hein. Donc on essaye quand même de mettre en place, ça veut dire qu'ils savent qu'en cas de sortie sèche, comme on dit, on a une convention avec un XAPA. Le XAPA les reçoit automatiquement et nous contacte automatiquement. Voilà. Donc on essaie de mettre en place des petits moyens informels, mais qui marchent. Moi, je voulais juste refaire un distinguo, Fadi, si tu me le permets, entre ce que tu décris comme une pratique individuelle, de fournir ponctuellement à un patient dont tu sais très bien qu'il prend des risques et tu prends tes responsabilités de médecin, de lui donner une seringue propre pour qu'il injecte de façon plus sûre que s'il partageait sa seringue, que s'il réutilisait sa seringue ou s'il la partageait avec un autre détenu. Et ce qui est un programme d'échange de seringues. Hein, voilà. Donc ce qui est en jeu là, nous, c'est un programme d'échange de seringues. Hein, c'est-à-dire un programme estampillé, autorisé, qui sera évalué, qui sera dans des établissements volontaires sur la base d'un cahier des charges, avec une évaluation externe, avec un certain nombre d'indicateurs qui seront reconnus. Voilà. Donc qu'on n'ait pas de confusion. Non mais voilà. Hein, oui, mais voilà. C'est long à venir. Non mais j'entends que des praticiens le font, ils prennent leurs responsabilités par rapport à un patient dont ils estiment qu'il y a un risque à ne pas lui donner. Voilà. Mais donc voilà, mais c'est très compliqué, c'est aussi des médecins qui prennent des risques. Voilà. Mais donc voilà, mais le risque, je le partage avec mes confrères. Enfin, j'ai écrit à l'ARS pour leur dire que je faisais des échanges de seringues sans programme d'échange. Donc l'ARS est au courant que je fais parfois des échanges de seringues. Et l'administration pénitentiaire, puisque le directeur de l'établissement lui-même est venu me voir en me disant, j'entends dire que... Donc voilà, il est plus ou moins au courant. Moi, je lui dis que je ne fais pas de programme d'échange de seringues, mais qu'en tant que médecin, je ne peux pas laisser une seringue sale se balader, parce qu'il y a plus de risques avec une seringue sale qu'une seringue propre. Et que donc, et grâce au guide méthodologique d'ailleurs, sur une des pages que l'administration pénitentiaire n'a pas vue, hein, il y a une phrase qui est un petit peu, on va dire, polémique, qui est... Non, mais c'est la chance de la loi. Enfin, c'est la chance quand on écrit quelque chose, parfois qui est pas bien comprise, mais on peut la comprendre comme on veut. C'est un peu ça la loi. Hein, c'est bien comme ça. Et donc c'est marqué que toute seringue non distribuée par l'unité sanitaire est interdite. C'est pas tout à fait donc, ça. On en a déjà parlé. On va pas... Donc toute seringue distribuée, moi j'enlève les nids et les nids, ça fait toute seringue distribuée par l'unité sanitaire est autorisée. Voilà, ça faisait un peu ça. Et ça serait ma conclusion.